Bonjour, je suis Claire, coach certifiée spécialisée dans les hauts potentiels et bienvenue à tous dans la 3e saison d'Atypique People pour l'épisode 16. Atypique People, c'est le premier podcast qui donne la parole à tous ceux qui se sont toujours sentis en décalage, les zèbres. On les nomme aussi hauts potentiels, surdoués ou encore précoces. Et leur QI est bien souvent aussi démesuré que leur vie. Ici, vous découvrirez leurs témoignages inédits. Vous rirez peut-être, parfois même ils vous toucheront, mais ils ne vous laisseront jamais indifférents, car ils sont si différents. Parce que la différence se partage, bon voyage dans le monde sensationnel des atypiques avec Atypique People. Cette semaine et cette nouvelle saison s'ouvrent avec le témoignage d'une jeune femme HPI. Et pour elle, compétition et hypersensibilité ne pouvaient pas faire bon ménage. Alors, elle a renié une partie d'elle-même pendant des années, du moins en apparence. Vous l'avez sûrement déjà vue avec une raquette dans la main, sur la terre battue de Roland-Garros ou encore comme commentatrice des matchs de tennis. Il s'agit d'une athlète de haut niveau, c'est Alizée Lim, la joueuse de tennis professionnelle française. Le monde des HP, Alizée y a plongé dès sa plus tendre enfance et c'est dans son livre intitulé « Éloge de l'inconditionnel » qu'elle raconte son parcours sans jamais prononcer les mots HP, ni surdoué, ni zèbre, mais en décrivant précisément tous les tumultes de son monde intérieur. Alors on découvre qu'elle était une petite fille espiègle, se sentant comme un garçon manqué, prête à tout pour tester l'amour de ses parents à son égard, et la petite Alizée est devenue une accro au tennis. Mais cette passion est une passion où l'hypersensibilité n'a pas sa place, seuls les résultats et la compétition comptent. Alors, sa sensibilité est devenue trop encombrante au point de tout faire pour l'éteindre, voire même l'anéantir. Jusqu'au jour où le déclic est apparu, et c'était il y a 2 ans, Alizée découvre son fonctionnement si singulier et si propre au HP, et elle s'est peu à peu reconnectée à ses émotions, et s'est donc lancée dans l'écriture de ce livre. Depuis, peu importe le regard des autres, Alizée s'autorise désormais à montrer sa vulnérabilité. C'est d'ailleurs une de ses plus grandes forces aujourd'hui et ce qui la rend si touchante. Et c'est sur la couverture de son livre, à travers le sous-titre « Témoignage d'une zèbre sur le cours » qu'elle a pour la première fois assumé ce qu'elle cachait au fond d'elle. Je vous laisse donc écouter son histoire et vous verrez, avec Alizée, tout est abordé avec une légèreté parfois déconcertante et une autodérision qui en dit long sur la petite fille qu'elle était. Avec elle, la bonne humeur et les sujets délicats se côtoient. Pourtant, on sent le poids des émotions à travers ces éclats de rire, comme pour libérer ce qui est resté enfermé dans son monde intérieur bien trop longtemps. Et je vous laisse à ses côtés. Bonjour Alizée. Bonjour Claire. Comment ça va? Première question simple, comment ça va? Très bien aujourd'hui. Ouais. On sait jamais sur un deux, mais là aujourd'hui ça va très très bien. J'aime bien le aujourd'hui. Voilà, on sait jamais, voilà, c'est comme ça. Tu parles de l'ascenseur émotionnel? Tout à fait. Ok, d'accord. Bon, je ne pose pas plus de questions sur l'ascenseur émotionnel. Je te rencontre où? On est où? Juste pour un petit peu plonger nos auditeurs, pour savoir où est-ce qu'on se trouve. Là on est dans un salon très cosy, je trouve, au sein de mon agence de presse, La Bande. Ok, donc on est sur Paris. Sur Paris. Voilà. Et donc ton livre, c'est Éloge de l'inconditionnel. J'ai entendu dire, j'ai lu, je ne sais pas si ça a été repris ou pas, comme quoi c'était un peu comme un coming out que tu faisais. Est-ce que c'est comme ça que tu le ressens ou est-ce que c'est des journalistes qui ont transformé une de tes phrases, de sortir un livre voilà, où tu parles de toi, de ta partie qui est plutôt personnelle? Alors, c'était pas un coming out voulu, c'est-à-dire que je me suis pas dit je vais faire mon coming out, mais je savais qu'en publiant ce livre, ça allait forcément dévoiler une partie de moi que je ne dévoilais jamais à personne d'habitude, et même des amis proches, donc que ça allait me faire l'effet d'un coming out. Ouais, voilà. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu des retours arrière, à te dire non, je vais pas y aller, j'y vais, je le fais? C'est-à-dire que mon livre, je l'ai écrit il y a 2 ans. Je ne voulais pas le publier. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre d'accord avec des maisons d'édition parce que je ne voulais pas qu'apparaisse le titre zèbre, enfin le nom de zèbre dans le titre. D'accord. Voilà, ou sur la couverture, ou nulle part. Je voulais l'écrire un peu comme une histoire. Voilà, je vais vous raconter une histoire et puis garder quelque chose de mystérieux. Ok, il y a des anecdotes qui évoquent ça, mais je veux pas forcément de façon très évidente non plus. J'en parle de façon un peu détournée. Je raconte que je vais faire le test de QI, mais je raconte pas au premier degré. Alors, je suis surdouée, voilà, ce que ça me fait. J'ai eu des problèmes dans mon enfance. Enfin, je ne dis pas ça au premier degré. Donc, je pensais pouvoir m'en sortir. Et en fait, pas du tout, parce que les maisons d'édition te disent
disent bah non, il faut l'écrire, t'as pas le choix. Et puis le temps passe, et je pense que voilà, les choses se sont bien faites et c'est arrivé à un moment donné où j'étais prête. Et au début, c'était drôle parce que je montrais la couverture à une de mes très proches amies. Elle me disait montre-moi la couverture et je faisais voilà, regarde, et parce que je voulais mettre un dessin, je voulais pas mettre ma photo et je zoomais très très proche pour pas qu'elle voie le sous-titre. Pour pas qu'elle voie zèbre. Pour pas qu'elle voie un zèbre sur le cours. Alors qu'il allait sortir 3 semaines après dans le grand public. Donc, quand même... Et ça te gênait? Qu'est-ce que tu ressentais au fond de toi par rapport à ça? C'est le côté étiquette? Oui, j'ai pas envie que ça soit une identité, déjà. C'est pour ça que je voulais pas que ce soit dans le titre. Donc je me suis battue pour que ça soit que dans le sous-titre. Qu'on me mette pas dans une case. Après, parce que je suis très pudique, et j'ai l'impression que c'est dévoiler beaucoup de soi que de parler de ça. Parce que ça engendre forcément tout un fonctionnement émotionnel et une façon d'être au monde, de vivre. Donc rien que pour ça, je voulais garder cette pudeur et cette vie privée, on va dire presque. Tu sais jamais comment ça va être reçu, tu sais pas si les gens vont penser que c'est quelque chose en plus, se faire des mauvaises idées, penser que tu es arrogante, pour qui tu te prends, etc. Enfin, ça ou d'autres réactions. Et ce que tu dis se retrouve beaucoup chez beaucoup de zèbres qui, eux, n'emploient même pas ce terme-là, en fait. Ça vient de l'entourage, mais sinon, ils ne l'emploient pas beaucoup. Mais pour comprendre justement ce parcours avec un fonctionnement différent, tu le ressens, ce fonctionnement différent aujourd'hui? Tu le vois vraiment par rapport aux autres? 800%, 1000%, c'est en permanence, tout le temps. C'est marrant parce qu'il y en a qui diraient 100%, 200%, mais non, c'est vraiment, c'est tout le temps, dans toutes les situations. Dans toutes les situations. Et si tu remontes le fil le plus loin possible, dans ton livre, tu remontes très loin dans l'enfance. Surtout, c'est la maternelle, en fait, où tu as déjà des souvenirs qui sont assez incroyables. Et c'est des souvenirs qu'on t'a rappelés ou que tu as réellement encore? J'ai des souvenirs très forts, ouais. J'ai très à cœur, d'une manière générale, de garder mes souvenirs. C'est vraiment un exercice presque chez moi. C'est vrai? Ouais, c'est ma petite boîte magique presque. Perdre mes souvenirs, c'est quelque chose dont j'ai très peur. J'accorde beaucoup d'importance aux photos, garder les messages. C'est sacré pour moi. Quand tu changes de téléphone, il faut que tu transfères tout? Je transfère tout, et si je vois que j'ai perdu des photos, ça me rend malade. Même si je vais pas jamais les revoir, j'ai besoin que ça soit là. Est-ce que c'est comme si tu perdais le côté émotionnel qui était attaché à ces souvenirs-là ou... Parce qu'en fait, j'ai à cœur de vivre tout très très à fond, et c'est comme si si je l'oubliais, c'est comme si je ne respectais pas le moment qui s'était passé, que ça soit de la joie ou de la tristesse, et que voilà, ce moment perdait de sa valeur du fait qu'il puisse être oublié plus tard. D'accord. Je sais pas si ça a du sens. Si, c'est hyper clair. C'est justement de conserver un peu l'essence même du ressenti dans l'instant, quoi. C'est ça, de pouvoir le garder. Exactement. Lui donner de l'importance, et que ça soit une personne qui était présente à ce moment-là, ce que j'ai vécu, presque comme un sacre. Enfin, tout a une valeur, quoi. Voilà. Et si tu remontes dans ton enfance, les côtés de décalage, ça remonte où, l'anecdote dont tu te souviens aujourd'hui, où tu t'es senti vraiment en décalage avec les autres enfants ou avec ce que le monde des adultes te demandait en fait d'être, entre guillemets? C'est très marrant parce que j'ai l'impression que c'était naturel d'être en décalage à l'époque, comme si c'était une normalité. J'avais l'impression que c'était implanté en moi et que ça faisait partie de ma vie et qu'il n'y avait presque pas à le souligner. C'est comme ça que je m'en suis rappelée récemment. J'ai ressenti cette sensation que j'avais quand j'étais à l'école, quand je me suis ennuyée à des moments et que je cherchais et que je m'évadais ou que je bavardais. J'ai ressenti la même chose que je ressentais à l'école en tant qu'adulte. D'accord. J'ai fait l'enfant, oh on l'a fait 50 fois, c'est bon. Ouais. Et oh là là, et vraiment ce truc de la tête qui se m'a fumé, oh non, ça m'intéresse pas, je sais exactement comment ça va être. Mais vraiment, je me suis retrouvée dans ma peau d'enfant et ce que j'ai ressenti quand j'étais enfant, et je me suis dit, oh waouh, c'est vrai, je ressentais ça tout le temps, c'est dingue. La lassitude de devoir refaire quelque chose. Parce que oui, la lassitude elle dure 3 secondes et qu'après je veux partir faire autre chose. Et que là j'en viens à bavarder, à faire la pitre, à faire des bêtises, et après. Et ça, je me suis dit, ah maintenant je suis une adulte maintenant, je peux plus faire ça. Plus difficile adulte que enfant? Parce que ça parce te demande plus de contrôle? Oui, parce que je me suis dit non, là j'étais une adulte, t'as plus le droit de faire n'importe quoi. Alors que quand j'étais enfant, je m'en fichais, j'avais l'impression que ça faisait partie du rôle d'un enfant, de piailler dans le dos de la maîtresse, de faire d'autres choses dès qu'on peut. C'était presque un challenge en fait.
Trouver le moyen de s'occuper dès qu'elle a le dos tourné, faire semblant d'eux, comme des défis de la vie de tous les jours. Je vais dessiner ou je vais écrire de la main gauche comme je raconte, enfin voilà, je vais toujours trouver quelque chose. Tu étais à la base gauchère ou justement droitière, je suis droitière. T'es droitière mais après t'as voulu écrire de la main gauche? Ouais, parce que je savais déjà écrire de la main droite, donc je m'ennuie, donc qu'est-ce que je vais faire? Oh bah trop bien, je vais écrire de la main gauche, et puis c'est génial, ça capte toute mon attention. Je repars sur avant parce que je me rappelle juste d'un moment où ma tête a vraiment trop brûlé, et là je me suis dit je vais pas m'en sortir, c'est effectivement quand j'étais en CM1, et l'exercice du jour c'était transformer les adjectifs en petit, une flèche, petit S. Et on déclinait comme ça tous les adjectifs, et je me disais vraiment on va tous se les faire comme ça. Et je n'en pouvais plus, et là il a fait un piège, il a écrit mou. Ça a commencé à faire mouesse, et là il fait eh non, je vous ai eu, c'est la mollesse. Et là franchement là je me suis vraiment sentie en décalage. À ce moment là je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas en fait, là c'est trop pour moi, ça me mettait en colère. Et là je me souviens que c'était pas drôle, et je me suis plainte immédiatement à ma maman, et elle s'est battue pour que je puisse sauter une classe, et après tout est rentré dans l'ordre. Et c'est à ce moment là où t'as sauté une classe, où t'as rencontré... Une deuxième classe. T'as sauté 2 classes au total, où t'as rencontré Monique de Kermadec. Exactement. Elle était présidente de l'association française des enfants précoces à l'époque. Je précise juste pour nos éditeurs qui est Monique de Kermadec, elle a écrit beaucoup de livres sur les femmes surdouées, les enfants surdoués, les adultes surdoués, comme Jeanne Siofachin a pu le faire, et Béatrice Millette ou plein d'autres. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as passé le bilan, ou alors c'est hyper flou? Non, je m'en souviens. Ouais. Et je me souviens que j'ai tout pris comme un jeu. Pour tout te dire, la chose qui m'a le plus marqué, c'est cet exercice que j'ai raté. Donc je ne trouvais pas la réponse. Et j'ai l'impression que tout s'est très bien passé, parce que je mettais évidemment une notion de performance. Déjà. Où je me disais, ouais, non, j'étais contente de moi. Mais par contre, cet exercice des crayons de couleur, que je raconte et que je fais semblant de réussir, parce que on dit une autobiographie, mais moi je le prends comme une autofiction, parce que j'ai voulu quand même me baser sur mes souvenirs. C'est l'exercice que j'ai pas réussi à faire. Et qui m'a rendue folle. Elle m'a posé quelque chose de ce style. Et c'est-à-dire que je l'ai vécu comme je l'ai raconté. Elle m'a dit, j'ai tant de crayons de couleur dans mon tiroir, de couleur rouge, de couleur jaune, de couleur verte, une chance sur combien j'ai tiré. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et pour moi, c'était d'une évidence. Je disais, mais une chance sur 3. Et elle me disait, non, c'est pas ça. Et je devenais folle. Et à la fin du test, je lui ai dit, est-ce qu'on peut revenir sur cet exercice, s'il vous plaît? Elle m'a dit, non, on peut pas. Je lui ai dit, je vous en supplie, même si ça compte pas, j'ai trop envie de le faire. Je veux absolument comprendre comment j'ai pu me tromper. Redites-moi l'énoncé, j'ai dû me tromper. Et elle me redit, je fais, c'est une chance sur 3, je comprends pas. Et elle me dit, non. Et j'ai jamais su pourquoi. Et donc elle a jamais bouclé, elle a jamais j'ai jamais su la réponse. T'as jamais su la réponse. Et pourquoi je m'étais trompée. Donc t'avais 8 ans. T'as 30 8 ans, ouais. Donc 22 ans plus tard, tu te souviens toujours de ce moment-là et t'as pas la réponse. J'ai pas la réponse, mais j'ai inventé une réponse. Enfin, je l'ai raconté de la façon dont je l'avais vécu, moi, c'est-à-dire que j'avais la bonne réponse dans mon livre. Ouais, t'avais la bonne réponse. Mais... Et quand t'es sortie de ce test... J'avais du mal à comprendre quelque chose dans l'énoncé. Ouais, tu y penses encore, c'est marrant, parce que je vois dans ton regard, il y a encore l'interrogation. Mais Claire, dis-moi, tu le connais cet exercice, Claire? C'était la réponse. Je vais appeler Monique. En plus, ils ont changé les tests maintenant, donc je saurais jamais. Ils ont changé les tests, en effet, ils ont changé les tests. Et donc, une fois qu'il y a eu le résultat, quand le bilan est tombé, quand ils l'ont expliqué à tes parents, tu te souviens aussi de cette phase-là? Comment on te l'a expliqué, ce qu'on t'a retranscrit? C'était vraiment tellement naturel, j'ai l'impression que je prenais tout de façon assez légère. Ouais. J'ai juste pris comme un tempo officiel, bon bah c'est bon, t'as eu un score assez élevé, on peut dire que t'es surdouée maintenant. Parce qu'il faut savoir que la maîtresse de maternelle l'avait déjà dit à ma mère à l'époque. D'accord, oui. Parce que elle avait demandé de faire des carrés, je crois, et j'avais pris une règle, et j'avais tout fait au millimètre, et j'avais tout calculé. Donc en fait, on le savait, mais pas officiellement. Donc il y a eu juste un côté officiel, et je me suis dit, bon bah cool, je peux passer en CM2, c'est bon. Enfin, c'était juste ça. C'était ton sésame, en fait. C'était mon sésame pour entrer en CE2. Je l'ai pris seulement comme ça, c'est tout. Et ce que j'ai ressenti, c'est que tu as eu un environnement familial qui a été très fort pour pouvoir t'accompagner au mieux dans ta différence, que tu n'as même pas forcément ressenti comme une différence, tellement ils étaient à l'écoute de ta singularité aussi. C'est ça, et puis mon frère aussi a été identifié ensuite, il a aussi sauté de classe, donc c'était presque devenu une normalité dans la maison. Et je voulais pas qu'il aille faire son test parce que je voulais pas qu'il ait plus que moi. Et je disais non mais ramène-moi s'il te plaît maman, je suis sûre que je peux mieux faire. Je savais pas, on m'avait pas prévenu qu'il y avait une note. On m'avait pas prévenu. Si j'avais su qu'il y avait une note, je me serais plus appliquée, j'aurais eu un meilleur score. Compétitrice dans l'âme déjà, à ce moment-là. Avec mon frère, oui. Ouais, avec ton frère. Et j'avais même été jusqu'à barrer l'horaire du rendez-vous sur le calendrier de ma mère pour qu'elle oublie de l'emmener. C'est vrai? Ouais. Et elle m'a couru après dans la maison et elle a fini par m'attraper. Et j'ai dit, je sais plus. Elle m'a dit, c'est faux, je sais que tu sais exactement à quelle heure de quel jour. Et c'est 15h30. Ah oui. Et alors, est-ce que ça a un lien avec ce dont tu parles, où il y a un chapitre que tu consacres sur « Je voulais absolument qu'on m'aime ». Enfin,
Qu'il m'aime, je crois que ça s'appelle ce chapitre-là, qui est hyper touchant. Enfin, moi, j'adore ce chapitre, c'est sûrement un de mes préférés, où tu mets en place plein de petits stratagèmes enfants pour aller tester le niveau d'amour que tu crois que tes parents vont avoir envers toi. Je sais pas si j'ai bien retranscrit les choses. On va dire que l'amour qu'ils avaient pour moi, je pouvais le ressentir, le remettre en question en permanence. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir une petite chose de travers, et là, remettre tout en cause. Oh là là, s'ils font ça, là, s'ils osent me traiter comme ça, c'est qu'ils m'aiment pas. Et là, tout devenait un drame, en fait, c'était partir dans des extrêmes. Ouais. Et là, je me disais, je vais encore plus loin, je me disais peut-être qu'il faudrait que je me suicide, et là, il serait vraiment triste. Alors là, il serait vraiment triste pour vous. Peut-être qu'ils se rendraient compte qu'ils auraient dû m'aimer plus. Est-ce que les voir tristes, pour toi, c'était l'assurance de se dire s'ils sont tristes égale amour? Ouais, sûrement, ouais. Il y avait Ouais, c'est ça, ouais, vraiment, de se dire, est-ce qu'ils seraient tristes? Alors évidemment, je n'allais pas jusqu'à me suicider. Et donc oui, je testais, j'allais me cacher, je faisais semblant de disparaître. Parfois, je faisais des cris aussi. Ah oui? Ouais, je poussais des cris dans ma chambre, mais ça marchait jamais. Comme si il m'arrivait un truc très très grave. Pour essayer de voir s'ils portaient l'attention sur toi. Ouais, et peut-être que là il m'arrive un truc très grave, et en fait non, ça marchait pas. Il y a un moment donné où tu parles d'un petit test que tu fais, un petit test mais qui représente beaucoup pour toi, c'est un gros challenge que tu veux lancer à tes parents. Est-ce que tu peux me raconter un peu? Alors c'est ça, donc là je suis hyper triste dans un moment comme ça, où c'est parti très très loin dans ma tête, et je me dis, mais vraiment, là j'en rigole dans le livre, mais sur le coup c'est une souffrance profonde. T'as quel âge sur le coup, à peu près? Je dois avoir... Franchement, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, entre 5 et 9. Oui, voilà, ça m'est arrivé beaucoup dans ces âges-là. Et en fait, sur le coup, c'était vraiment une souffrance profonde de me dire, oh là là, ma mère qui puisse simplement dire, oh là là, cette gamine est infernale. Chose que les parents peuvent dire au quotidien de façon très normale, et là ça me blessait tellement profondément. Je me disais, mais en fait ils m'aiment pas, mes parents m'aiment pas. J'étais dans une crise, en fait, une crise émotionnelle, de larmes, de colère, d'abandon, de tout, parce que voilà, ça allait tout le temps dans les extrêmes. Et je me disais, si je disparaissais, au moins peut-être qu'ils m'aimeraient à ce moment-là, ils se rendraient compte que voilà. Donc je décide de disparaître pour voir leur réaction, et donc je pars me cacher dans la cage d'escalier. Donc je pars silencieusement de l'appartement, et je me cache dans la cage d'escalier en me disant, je vais pouvoir voir leur réaction, et s'ils paniquent, en fait, voir s'ils paniquent du fait que j'ai disparu. Et en fait pas du tout. Parce qu'en fait mon père m'a trouvé en 2 secondes, et je me souviens, on était au 6ème, donc je pouvais aller que jusqu'au 7ème. Donc c'était un demi-escalier, même un demi-palier. Donc j'étais juste là, et il m'a vu en 2 secondes, et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là, reviens. J'étais dégoûtée. Voilà, ça m'a sortie de ma crise, et je me suis dit, bon, je me suis exécutée comme une enfant qui a peur de son père. Et voilà. Et c'est aller plus loin. Là, tu sortais de l'appartement, mais t'as déjà fait des choses plus fortes. J'ai déjà fugué quand j'étais plus jeune, mais alors c'était pas forcément pour la même raison, c'était pour ce souci de challenge, encore une fois. Je me rappelle, et ça, ma mère me l'a rappelé, à la Cop Boulevard tous les week-ends, à la piscine. Et là, je devais avoir 4 ans à peine, quelque chose comme ça, de ce qu'elle m'a dit. Et en fait, je partais pour essayer de rentrer toute seule à la maison et retrouver le chemin. Voir si je pouvais retrouver le chemin toute seule. Et donc là, c'était la panique à bord. Ah oui. Et après, on me retrouvait très contente. Ah non, mais j'allais rentrer à la maison, on se serait retrouvés là-bas. Y a pas de problème. Ils te retrouvaient dans la rue? Ils t'ont déjà retrouvé dans la rue? Ouais. À 4 ans. Pour ta maman, ça devait être assez éprouvant à chaque fois, en fait. Ouais. Elle savait jamais ce qui allait se passer avec toi, en fait. Et moi, j'étais tout le temps tellement tranquille, en fait, dans mes... En fait, c'était de l'exploration permanente. Oui, c'est ça, l'exploratrice. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Et qu'est-ce que... C'est marrant. Rendre la vie... Trépidante, vivante, riche, en permanence. C'est marrant que tu parles de côté exploration, parce que tu parles d'exploration, tu parles aussi de toujours s'occuper. Tout à l'heure, tu me disais, je voulais pas me lasser. Et d'un coup, j'ai l'impression que le tennis arrive un peu... met tout le monde d'accord, quoi. Quand le tennis s'est présenté, qu'est-ce que tu t'es dit, toi ? Le tennis a toujours fait partie de ma vie, puisque dès que j'ai pu tenir une raquette et être debout à 2-3 ans, j'avais déjà une raquette. Donc je jouais tous les week-ends. Tout s'est fait très très naturellement, progressivement, sans même que je m'en rende compte, je dirais. Je suis vraiment tombée dedans, dans la marmite, sans m'en rendre compte. Ouais. Et les premiers tournois, je les ai pris de façon très naturelle. On m'a emmené dans des tournois pour voir comment c'était, ma mère voulait voir, on a testé, c'était très léger, tout était très léger, jusqu'à ce que ça devienne un peu moins léger, un peu moins léger, un peu moins léger, un peu moins léger, voilà, petit à petit comme ça.
Et quelle a été, on va parler de la période un tout petit peu moins légère, même si on va aussi parler des choses légères, mais c'est la période la moins légère, c'est celle qui arrive aussi où t'es ado? Ouais, ma première blessure. Alors, mais là, c'était plus émotionnellement parce que c'était la première fois que je vivais ça et le fait qu'on me croit pas. Que je sois blessée, ça a engendré beaucoup de questionnements à l'intérieur de moi. Et j'avais de la frustration, j'avais de la haine parfois, et en même temps, je me remettais en question. Je sais, ouais. Là, je me dis, oui, ça ressemble beaucoup plus à la vie d'adulte, ça. Ouais. Ah oui, tu le sentais, ça Ouais, ça a commencé comme ça. Et la vie d'adulte, t'avais envie d'y aller ou de rester dans le monde des ados? C'était comment à cette époque-là? Non, j'avais pas du tout envie d'aller en vie d'adulte, mais je vais même aller plus loin, j'étais persuadée que je n'irais jamais dans la vie d'adulte. Je pensais que j'avais comme cette sensation sur laquelle je ne peux pas mettre de mots, que j'étais consacrée, programmée pour être une enfant toute ma vie, et que à partir d'un moment où j'aurais un certain âge, je m'évaporerais, ou je mourrais, ou j'en sais rien. D'accord. Tu t'étais dit ça depuis toute petite, cette histoire-là. Tu t'étais raconté cette histoire-là. Et tu la racontais aussi, cette histoire, ou elle était intérieure? Non, elle était intérieure. Par contre, je l'ai racontée dans mes journaux intimes. Je pensais que j'allais me suicider naturellement à 16 ans, 18 ans. Et puis après, c'est pas si mal non plus. Je vais quand même m'accrocher. Bon, je vais repousser à 20 ans. Et puis après, j'ai arrêté mon délire. Et alors, pour rester dans cette période adolescente, à un moment donné, tu dis j'étais mi-fille, mi-garçon. Si tu peux essayer de nous expliquer ce que c'est ce ressenti de mi-fille, mi-garçon dont tu parles. En fait, c'est l'exploration dont on parlait tout à l'heure. C'est le fait de vouloir explorer toutes sortes de centres d'intérêt et tout ce que la vie présentait à moi. Donc ça pouvait être les intérêts de ma sœur et les intérêts de mon frère. Et les intérêts de mon frère, ça a été aller avec lui, on prenait les vélos et on faisait tout et n'importe quoi. On lâchait le guidon, descendre. C'était mettre le défi et la barre encore plus haut tout le temps. On dévalait les escaliers à vélo. Je sais pas si je laisserai mes enfants faire ça un jour. Quand j'y repense, c'était vraiment tout et n'importe quoi. Et après, l'étape d'après, ça serait peut-être de lâcher le guidon en descendant les escaliers. Enfin, c'était vraiment tout ce genre de choses. Et ma sœur était très fille, donc ma sœur, c'est faire des coiffures aux Barbie, c'était leur couper les cheveux, c'était jouer à la Barbie, avec Ken, les faire partir en vacances, nous déguiser, beaucoup de jeux de filles, même les Polly Pocket, etc. Et donc je touchais à tout. Et tu te sentais plus d'un côté ou de l'autre, ou tu te sentais vraiment scindée en deux, où il y a eu des périodes différentes? J'ai l'impression que ce qui était plus naturel pour moi, c'était le côté garçon, explorer avec mon frère et le goût du risque. Donc le côté yang. Voilà. Et les filles, c'était plus c'est intéressant, c'est marrant, ça m'occupe, mais moins longtemps, en fait, tout simplement en termes de pourcentage de temps, je dirais. Ouais, déjà, là, tu fais la grimace quand tu dis les filles. Moi, je sais pas faire Ouais, mais à la fois aussi, j'écoutais Christina Aguilera dans ma chambre. Moi, c'était peut-être un peu plus âgé et j'ai récupéré les affaires de ma sœur et je me suis dit, elle avait un short bleu avec un haut court, un crop top de la même couleur qu'elle avec et je dansais Christina Aguilera avec, mais je me cachais. J'avais l'impression de pas être légitime d'être une fille, en fait. D'accord, c'était difficile d'assumer ta féminité avec tout le côté que tu pouvais faire avec les garçons. Ouais, je le faisais dans ma chambre, mais je savais que ma sœur était beaucoup plus belle que moi et que ça lui allait beaucoup mieux qu'à moi et que moi je peux le faire pour me marrer dans ma chambre, mais bon, c'est pas... on va pas se mettre sur scène non plus, quoi. Ah ouais, Franchement, tout le collège, je me rappelle observer des filles très féminines et me dire oh waouh, elle est belle, elle, et moi j'étais un garçon manqué. Et je me disais peut-être qu'un jour. Côté femme à partir du moment des adultes. Peut-être ouais, c'est ça. En fait, je pense que ça va avec ce côté de penser rester enfant toute sa vie et le côté femme comme un imaginaire très lointain. Peut-être qu'un jour je deviendrai comme ça, mais là, c'est pas pour tout de suite. Et c'était presque une évidence de partir dans le tennis parce qu'il y avait quelque chose de cette vie-là, de se dire il va y avoir beaucoup d'entraînement, donc du coup d'être beaucoup occupée. Et tu parles de ce vide que ça vient combler. L'association des deux, école plus tennis, était parfaite pour moi. C'est-à-dire que c'était assez de nourriture pour que je ne m'ennuie jamais, pour que j'aille piocher un peu partout, que mon temps soit très occupé, que je sois challengée de tous les côtés. Voilà, c'est vraiment comme ça. Ça remplissait mon emploi du temps et ma tête et mon corps. Et à la fois, quel était l'envers du décor de ça? Qu'est-ce que ça t'empêchait de vivre ou d'être? J'ai eu le sentiment de comprendre que le tennis, c'est à la fois quelque chose qui est viscéral, qui est dans ta peau, et à la fois, c'est comme quand on a quelqu'un dans la peau, où on se dit, bah ouais, mais non, en fait, parce que je peux pas faire autre chose, je peux pas... je l'ai trop dans la peau, quoi. Dans la vingtaine, c'était compliqué, parce qu'en fait, c'était accepté qu'il fallait faire qu'un choix, et là, ça a été dur pour moi, pendant 4 ans.
Parce que pendant 4 ans, j'ai un peu erré. Enfin, quand je dis erré, j'ai quand même une licence, mais c'était pas mon vrai choix. J'avais tout simplement le cul entre 2 chaises. Et là, le problème, c'est quand on a le cul entre 2 chaises, on n'est pas forcément bien dans ses baskets parce qu'on sait pas quel discours tenir aux autres. On n'a pas cette identité. Tu fais quoi dans la vie? Tu sais, tu fais tout le temps des pirouettes pour t'en sortir parce que t'es un peu entre les deux. Et à partir du moment où t'es entre les deux, tes réponses elles sont entre les deux. Donc le jugement des autres, c'est entre les deux. Enfin, tout est un peu. T'es un Tu peu disais mal quoi? à l'aise. Parfois pas la même chose. Non, voilà, c'est ça, parfois pas la même chose. Je fais des pirouettes. Donc parfois tu disais je fais telles études, parfois tu disais je fais du tennis, parfois Je disais au monde du tennis que je faisais des études et l'inversement. Ah oui. Non, après les filles avec qui j'étais à la fac, elles voyaient que je faisais la fac comme elles. Après, elles savaient que ouais, j'avais une vie de tennis à côté. Ouais. Et après, quand justement c'est devenu où tu avais des entraîneurs, enfin tu as fait le tour du monde, hein, vraiment tu as parcouru le monde au moins 3 fois, j'ai l'impression, et tu vivais presque en binôme, t'expliques à un moment donné dans ton livre avec tes entraîneurs, c'est presque un couple, mais pas un couple. C'est un couple et à la fois c'est tellement difficile parce que tu as choisi cette personne de ton couple pour des qualités de tennis, d'entraîneur de tennis. Et tu dois vivre comme un couple avec elle au repas, dans la vie de tous les jours, face à des situations de la vie qui te mettent des défis, un avion raté, un hôtel complet, faut partir, trouver des solutions, un taxi, enfin voilà, des galères en fait. Et t'as pas choisi cette personne pour cette personnalité-là. Cette personnalité de t'épauler dans ces moments-là, de la façon dont elle va réagir. Et là, t'es en adaptation permanente. Ça, c'est très très dur. Et surtout, c'est dur de trouver la personne qui va te convenir sur le cours, qui va te convenir hors du cours, à qui tu vas avoir des conversations satisfaisantes, en qui tu vas avoir confiance, en qui tu peux avoir confiance de donner ton affect, que tu payes aussi, parce que après, il y a une relation d'argent, mais moi, c'est en direct, j'avais pas d'argent, donc c'est moi qui lui fais les virements, donc c'est lui qui me réclame, c'est lui qui... Et tout ça, j'ai l'impression que ça noircissait un peu la relation. Déjà, moi, j'aime pas avoir une relation d'argent en plein milieu, de tout ça. Et moi, alors qu'il y a de l'affect. Ouais, il y a de l'affect. On vit des moments très intenses d'émotion. C'est-à-dire que je suis sur le cours, on a combattu ensemble, la personne m'a porté, je l'ai regardé en serrant le poing, j'ai vibré avec. Et après, voilà, il faut aussi gérer d'autres choses à côté. Et moi, j'aimais pas ça. Et à la fois, c'est un contrat. Donc, il y a un préavis, cette personne peut partir, exactement. Comme toi, tu peux aussi décider de t'en séparer. Et est-ce que ça venait toucher le côté insécurité ou peur de l'abandon, ou du rejet, je sais pas. Je vais te donner un exemple très précis. Un jour, je me souviens, là, j'étais vraiment perturbée. Je joue un match, une journée extrêmement fatigante parce qu'il a beaucoup plu. Donc on est au Brésil, on est très loin de tout le monde. C'est peut-être la 3e ou 4e semaine que j'ai pas vu mes proches. Et là, je suis particulièrement stressée pour ce match. Ça a le temps de grandir dans la journée parce qu'il y a beaucoup d'attentes à cause de la pluie. Il repleut et le score s'arrête en plein milieu du match, à un moment clé, donc un moment stressant. Donc là, il faut aller se coucher en pensant que le lendemain, je vais reprendre ce match en plein milieu à ce moment hyper stressant. Et là, ce soir-là, l'entraîneur qui dort dans la chambre juste à côté et avec qui je viens vivre toutes ces journées me dit est-ce que tu peux me faire mon virement, s'il te plaît, en avance, là Et je me dis vraiment là, genre, il va me mettre ce stress-là alors que je vais me coucher et que j'ai pas fini le faire avant demain matin. Il sait que là, je vis ce stress-là et là, il me demande de me faire ce virement-là. Maintenant, là, c'est le moment. Il peut pas attendre la fin du tournoi. Je me dis, il peut pas attendre demain, même à la fin du match. Normalement, son rôle, c'est de me soulager de toutes les autres pensées parasites qui peuvent arriver à ce moment-là. Et là, il m'en rajoute une. Parce qu'il doit y avoir aussi un engagement, comme tu dis, affectivement. Tu t'engages aussi, si tu lui mets entre les mains ta carrière. Tu donnes tout, tu donnes pas que le côté sur le court. T'es obligé qu'ils te connaissent très bien, si tu veux qu'ils puissent t'aider. En revanche, moi, j'ai jamais, c'est marrant, j'ai jamais été au-delà du tennis dans le sens... peut-être aussi, j'ai découvert plus tard le côté HPI, mais j'ai jamais raconté à mes coachs. Ouais, donc c'est ça que j'ai jamais raconté tous mes questionnements et tout ce qui se passait dans ma tête. Je ne l'ai raconté que à mon dernier entraîneur après tout ce process de compréhension après avoir lu le livre de Jeanne. Donc à partir de 28 ans. Ah oui, donc tous ont ignoré complètement tout ce que tu pouvais vivre à l'intérieur de toi comme tumulte, comme pensée fulgurante, comme ascenseur émotionnel, tout ce que tu te refaisais dans la tête. Oui, et à la fois c'était pas très grave dans le sens où le tennis veut ça d'une manière générale, donc ils savent, ils connaissent aussi
comme tous ces enjeux et le stress, il peut y avoir des filles qui sont pas HPI qui vont être beaucoup plus stressées que moi. Enfin, et ça va juste se manifester différemment, mais donc oui, on mettait pas, non, je racontais pas tout ça. Ouais, d'accord. Après, c'est pas forcément une histoire de stress, mais c'est la manière dont ça peut t'envahir et les questionnements que ça engendre. Les questionnements, je racontais pas du tout. D'accord. Et sur le dernier entraîneur, donc parce que tu dis que tu avais lu le livre de Jeanne, Trop intelligent pour être heureux. Quand tu l'as lu, ta réaction, tu te souviens de ce moment? Oui, je m'en souviens très bien. J'arrivais pas à le lire, j'ai pas réussi à lire jusqu'au bout. J'ai dû lire à peine le début et j'ai tellement pleuré que je l'ai reposé. Et après, c'était devenu comme un livre un peu, une sorte de bible, mais un peu genre je m'en approche pas. Je le laissais tout le temps sur ma table de nuit et je me disais je me replonge dedans que seulement quand j'en aurais besoin. Et j'ai mis beaucoup de temps à le lire parce que je le laissais de côté en fait. Je lisais quelques pages. C'est comme si inconsciemment je devais connaître tout le contenu presque. Et que j'ai compris en lisant les premières pages tout ce que ça allait me révéler et ok, je sais ce qu'il va y avoir dedans, mais là c'est trop pour maintenant. C'est trop émotionnellement, c'est trop... Ouais, je pense que c'est très bizarre, mais il doit y avoir une sorte de déni aussi, parce que je me rappelle être tombée sur le livre de Monique de Kermadec 2 ou 3 ans plus tôt, vers 24-25 ans. Lequel de Monique, sur l'adulte surdoué. L'adulte surdoué. Et je me rappelle avoir lu un peu, pleuré, mais c'est très très vague dans ma tête, et l'avoir caché, et l'avoir jamais lu, et avoir mis ça de côté. Et le livre a complètement disparu, c'est-à-dire que c'est pas très grand chez moi, mais le livre a disparu. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Tu l'as mis à distance, quoi, et tu sais même pas comment. Alors que t'as une mémoire qui est c'est ça, je me rappelle, très précise. Je me rappelle de presque tout, et ça je me rappelle pas. Ce livre, à un moment, et ça m'avait déjà fait cette première secousse, et je l'avais refusé. Tu parles de secousse, ouais. Ouais, et j'avais refusé, et cette notion de surdoué HPI et tout ce que ça engendrait a été encore inconnue plusieurs années dans ma tête. Ouais, d'accord. Et le tremblement est arrivé après. Vraiment, le deuxième tremblement est arrivé avec Jeanne, et là j'ai pris les informations, mais très lentement. Ouais, il t'a fallu du temps pour les digérer. Ouais. Il m'a fallu du temps pour accepter de me faire secouer. Ah ouais, accepter de te faire secouer par Jeanne. Ouais. Ok, et alors? Et alors, c'était un soulagement, comme beaucoup de personnes zèbres le racontent, c'était un soulagement surtout pour l'amitié. C'est-à-dire? Parce que j'avais tendance à... je comprenais pas pourquoi je réagissais comme ça. Vraiment, je comprenais pas pourquoi je réagissais comme ça. Et là, c'était écrit noir sur blanc, la personne surdouée réagit comme ça. Enfin, si je caricature. D'accord. Et je me disais, c'est pas de ma faute. Et quand tu dis... pour le tennis. Et pour le tennis aussi, quand tu parles en amitié, c'est-à-dire de prendre les choses très très à cœur, ou tu parles de quoi précisément dans la ligne où elle dit qu'une chose infime va faire que le surdoué ne comprend pas et se sent trahi et donc va s'éloigner de l'autre, et l'ami ne reste perplexe parce que pour lui il a rien fait. Parce que ça m'est arrivé plein de fois. Et donc ça, j'ai envoyé ce passage à ma meilleure amie et on a pu explorer ensemble et mettre des mots dessus et se dire ensemble, ah mais c'est pour ça alors, c'est pas ça comme ça entre nous. Ah d'accord. Parce que je savais qu'elle avait souffert de ça. Oui. Et moi je comprenais, je m'en voulais aussi, je me disais mais c'est fou, je réagisse comme ça mais je peux pas m'en empêcher. C'était viscéral. C'était viscéral, et là je voyais qu'il y avait une explication à tout ça. Ça et le tennis, mes premiers questionnements très lucides suite à ça, ça a été le tennis, parce que je me suis dit mais aussi c'est pour ça que je réagis comme ça, et j'étais tellement obsédée par le tennis à ce moment-là que je me suis dit ça va peut-être pouvoir m'aider. D'accord. Et notamment le chapitre sur l'efficacité du surdoué face à des tâches ouvertes et des tâches fermées. Ouais. Et je me suis dit mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que le tennis est une éternelle tâche ouverte. Et que le surdoué est beaucoup moins efficace face à une tâche ouverte, donc elle le disait dans le cadre de l'école, parce qu'il y a une multitude de réponses qui vont s'offrir à son esprit, et là il va être un peu confus et embrouillé, et c'est exactement ce que je ressentais sur le cours, versus une tâche fermée, où on s'en est servi après avec mon coach. Dans cette situation-là, tu ne joues que là. Parce que moi, sinon, c'est là, ah non, peut-être ça, et si je faisais ça. Et avant un retour, en fait, je me mettais déjà 10 possibilités avant même de décider. Il a fallu me mettre des règles, et j'étais beaucoup plus efficace. Un cadre des règles. Quand on te sert sur le revers, tu retournes là. Quand on te sert sur le coup droit, tu retournes là. Et là, ça fonctionnait. Dès qu'on te donnait, et tu suivais hyper bien le canevas. D'accord. Et donc, on était sur Jeanne qui t'accompagne. Qu'est-ce que ça a fait émerger chez toi? Vraiment, Jeanne, le travail de compréhension de son livre s'est fait très très rapidement pour moi. Donc, j'ai pas vraiment eu à aller creuser beaucoup. On n'a même pas parlé de surdoué, tu vois. C'est-à-dire que ça a été des choses très précises.
je vis comme ça, je suis épuisée dans telle situation, qu'est-ce que je peux faire ? D'accord. Mes amitiés, je les gère comme ça, je sens qu'il y a un truc qui va pas, qu'est-ce que je peux faire ? Et bam, j'appliquais, j'avais beaucoup de suite dans les idées. Donc c'était très concret. Mais on n'avait pas besoin de se le dire, j'ai pas eu à avoir ces questionnements-là. Alors je suis surdouée, pourquoi Oui, il n'y a pas besoin de mettre le mot en fait, c'était juste de comprendre ton fonctionnement. C'était dans des situations très précises qui me concernaient et je me disais, elle va pouvoir me répondre beaucoup plus vite parce qu'elle sait comment je fonctionne. Voilà. D'accord. Et donc ça a été rapide ? Ouais. Pour toi. En fait, c'était à chaque fois un champ d'action différent en fait. Ouais. Un champ d'action amitié. Là, je sens que je bute sur un truc. Comment on fait ? Elle m'explique, je vais, ça marche, très bien, on avance. Je la vois pas pendant 2-3 mois. Ou même plus si j'ai pas besoin. Et de nouveau là, je sens qu'il y a un endroit où ça coince un peu. Un champ d'action complètement différent. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Elle me donne une réponse et ça s'est passé vraiment comme ça. C'était pas une thérapie. D'accord. Mais c'est génial, ce mode-là, en tout cas, chez les zèbres, c'est vraiment quelque chose de top, parce que les zèbres, la régularité, comme ça, ils détestent. Enfin, ils ont beaucoup de mal avec le fait de rester pendant 6 mois, 1 an, toutes les semaines, les mardis à 17h. Non, c'était pas du tout comme ça. Et alors, tu parles que pendant 10 ans, tu as retenu tes émotions, et que là, maintenant, tu as une nouvelle passion, on peut dire ça, c'est une nouvelle passion ? Ouais, vraiment. Le théâtre ? Ouais. C'est plus facile de dire au théâtre, mais c'est le cinéma qu'on m'apprend. Ok. C'est le jeu du cinéma. Ouais. Oui, ça m'a fait très bizarre parce que toute ma vie j'ai retenu mes émotions, il fallait pas les montrer aux gens et je pensais que c'était un sacré talent que j'avais développé. De cacher. Ouais, je me disais, c'est bien, maintenant j'arrive à le gérer, c'est génial. Alors je gérais tellement qu'il y a des moments où je savais plus ce que je ressentais, mais je me disais quand même c'est super. Dans les situations extrêmes de souffrance ou de tristesse, je savais plus si ça m'affectait ou pas parce que je bloquais tellement naturellement que je savais plus si j'étais triste ou pas. Et du coup, quand tu bloquais, ça créait quoi comme situation ? Je suis devenue capable de sortir des gens de ma vie comme ça si je me sentais trahie et m'auto-faire semblant que je m'en fiche alors que c'est faux. Plus je me convainquais que je m'en fichais et plus en fait c'était des personnes qui comptaient le plus pour moi. Ouais, d'accord. Plus j'étais blessée intérieurement. Okay. Mais ça, je te dis ça avec du recul. Sur le coup, je me disais non, je m'en fous. Pas grave, j'ai besoin de personne. Ouais. Tu vois, je me robotisais comme ça. Ah oui, tu te robotisais. Ouais. Et pareil en amour, si je perdais quelqu'un, non, j'ai besoin de personne, c'est bon. Si je peux ne plus être amoureuse là maintenant, comme ça. Tant mieux. En fait, je pense que c'était aussi ma mentalité tennis que j'appliquais. C'est-à-dire que comme j'étais en mode on va au combat, non, on se laisse pas abattre, non, là, on va au combat, là, on va pas pleurer pour telle personne, pour l'amour, c'est bon quoi. Il y a maîtrise là, tu peux maîtriser. Sur le court, oui, j'ai appris à contrôler les émotions, mais par contre, victoire-défaite, impossible. Là, tu le vivais dans tes tripes. Ouais. Là, j'étais tellement à chaque fois touchée, c'était l'horreur. Quand tu me dis c'est l'horreur, je pense que là, tu parles des défaites. Et la victoire, c'était je suis au-dessus des nuages. Quoi. L'euphorie, mais vraiment. Je plane, rien du monde, quoi. Rien m'arrive et je suis intouchable. Je danse dans ma tête, il y a tout qui est beau, qui est vert, qui est... Ouais, ça va vraiment dans les extrêmes. Dans ton livre, tu termines par un des poèmes que j'adore, de Pearl Buck, qui est en anglais, mais qui a été traduit. Je dis juste quelques phrases, je le connais pas par cœur, mais l'échec, c'est la mort. L'amoureux, c'est Dieu. L'ami est un amoureux et la joie est une extase. Le son, c'est un bruit. Tu te retrouves dans toutes ces phrases. Ah oui, vraiment. Dans toutes. Ça représente exactement la façon dont j'ai vécu toutes mes relations et le tennis. Ouais. Parce que l'échec et la mort, je ressentais vraiment la mort, quoi. Que ça soit à l'intérieur de moi, ou que ça soit ce que je méritais, ou que ça soit la façon de régler ce problème, de ce que je ressentais. Vraiment, c'était comme si la mort du monde, parce qu'il n'y a plus rien qui existe et que tu te sens abandonnée de partout, quoi. Et alors, maintenant que tu es partie dans le cinéma, où tu apprends tout ce qui va être acting, comédie, c'est ça ? Tu t'es connectée à tes émotions, ou du moins tu as appris comment ça se passe ? C'est très bizarre parce que, par exemple, la colère, c'est quelque chose que je ne connaissais plus. Je ne connaissais plus la colère. Et on m'a demandé au début, c'est-à-dire qu'il y avait des discussions entre acteurs et avec ma coach, et toi, t'es comment quand tu te mets en colère ? Et j'étais là, je me mets jamais en colère. Et là, les premières fois, je me suis retrouvée dans des situations où d'un coup la colère elle montait et j'étais hyper surprise, vraiment comme une vague à l'intérieur de mon ventre et une sensation que je ne connaissais plus. C'est-à-dire qu'elle montait, elle s'exprimait, je pouvais peut-être crier et après je me regardais de l'extérieur en mode waouh, c'était quoi ça ? Ah ouais. Vraiment comme s'il y avait un étranger dans mon corps. Trop bizarre là, ouh, je connaissais plus ce truc, ouh là là, ça va être dangereux cette histoire d'acting. Et t'as réussi à le faire devant les autres, le regard des autres te gênait pas au départ ? Ça a été ? Non,
non, parce qu'en fait, après, j'ai le goût de la performance. Donc, c'est-à-dire que j'ai vite compris que dans le lâcher-prise dans ce milieu-là, dans cet exercice-là, était très valorisé. Ah oui. Et alors, ce que tu as reconnecté comme émotion dans le cadre de tes cours de théâtre, est-ce que tu as réussi à les emmener aussi dans ta vie, à toi Ce que j'ai réussi, c'est que ça vient malgré moi. Donc, au-delà de la colère, je me mets à pleurer 10 fois plus souvent. D'accord, tu laisses venir une émotion de larmes de joie ou de larmes de chagrin, mais... Par exemple, comme on fait un exercice où il faut apprendre à pleurer, mais de façon mécanique, sans souvenir ou quoi que ce soit, ou sans idée, et j'ai très bien compris que pleurer beaucoup dans la vie, ça allait me servir pour pouvoir les faire venir n'importe quand, de façon télécommandée à l'acting. Donc les fois où ça montait, je les bloquais plus. Je me disais là, comme j'ai vraiment cet esprit de performance et d'objectif et de réussite, je me dis, j'ai tout jeté à crépit tout. Tant pis, je laisse monter les larmes. Donc il y avait plein de situations où j'aurais jamais pleuré, où j'aurais bloqué, et là je les laissais monter parce que je me disais ça va me servir pour l'acting. Il y a plein de fois où je pleure et j'arrive même plus à me contrôler par rapport à avant. Et après coup, t'es bien? T'es ok avec ce nouveau fonctionnement, entre guillemets? C'est pas, pour moi, c'est pas le problème, c'est juste plus le regard des autres. C'est-à-dire, est-ce que j'accepte qu'on me voit en train de pleurer? Et j'accepte beaucoup plus qu'on me voit en train de pleurer. Et de toute façon, maintenant, j'ai envie de sortir un livre qui parle d'hypersensibilité. Donc ce serait bête de... Voilà, ça va avec. Est-ce que tu acceptes ta vulnérabilité? Ouais, exactement. C'est un peu ça. C'est exactement ça. J'accepte ma vulnérabilité et j'accepte de ne plus avoir de masque, on va dire. Pas complètement et pas dans toutes les situations, mais si ça doit tomber, ça tombe en fait. C'est un peu ça, c'est pas grave en fait. Je vais pas en mourir et finalement, moi de l'extérieur, c'est les personnes qui me touchent le plus, c'est celles qui laissent tomber leur masque. Donc je me dis que ça doit être pareil. En fait, c'est celles qui sont les plus fortes. Parce que quelqu'un qui est vulnérable, on peut rien lui faire en fait du coup, puisque c'est lui, il a rien à cacher. Ah ouais, c'est ça. C'est lui le plus fort. Et le plus attachant aussi. Moi, je m'attache beaucoup plus aux personnes vulnérables que l'inverse. Ouais, absolument. Et aujourd'hui, tu te projettes comment? Parce que t'as un peu passé un gros carrefour, c'est-à-dire que tu as fait ce livre, et puis bah voilà, il est là, il fait sa vie, ce livre, et puis tu te lances dans plein de choses. Alors, quelles sont toutes les autres partie qui t'attire, alors qu'avant il n'y avait que le tennis dans ta vie? Si le cinéma était aussi intense que le tennis, j'aurais cette capacité, je ferais pareil. Je pense que je m'y engouffrerais corps et âme. Vraiment. Mais c'est quelque chose qui prend beaucoup moins d'heures, qui est beaucoup plus à l'arrêt, donc tant mieux, ça me permet de continuer à faire toutes mes autres choses. J'arrive pas à lâcher le tennis. J'adore ça et ça me manque encore très très rapidement quand je joue pas. J'aimerais écrire à nouveau aussi. Et après il y a plein de choses que j'aimerais faire, mais c'est pas ma priorité. Enfin voilà, j'ai envie de redessiner des vêtements comme je l'ai fait avant par ailleurs. Tout m'intéresse en fait dans la vie. Quand je me suis toujours dit ça quand j'étais petite, tous les métiers m'intéressaient et j'aurais voulu tous les faire. Mais voilà, il faut que j'ai envie de rester centrée sur ces choses-là pour l'instant. D'accord. Qu'est-ce que tu aurais à dire pour ceux qui sont hypersensibles? Qu'est-ce que toi tu aurais aimé à l'époque qu'on puisse te dire pour gagner peut-être du temps, même si tu as été quand même très vite, parce que tu as 30 ans et tu as fait un parcours assez incroyable sur toi-même, en fait, sur ta connaissance de ton fonctionnement? Ce que je me dis moi aujourd'hui et que je dirais certainement donc aux autres, c'est qu'on peut s'en servir en fait, et que faut pas voir que le côté négatif, et c'est pas que une tare, parce que déjà il y a tout ce bon côté de pouvoir s'émerveiller, de ressentir les choses très fortement, et ça c'est génial parce qu'on peut aussi partir dans les extrêmes très hauts grâce à ça. Moi j'écoute une chanson dans la voiture, parfois je sais que je suis dans un bien-être absolu, et aussi que ça peut aider pour plein de choses, pour les relations humaines, pour la créativité, etc. Et il faut le voir du bon côté, et trouver le moyen de s'en servir. Donc se servir de sa sensibilité et ne pas la cacher. Exactement. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Alizée, c'était un plaisir d'échanger avec toi ce moment. C'était un plaisir pour moi aussi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté Alizée Lim, pleine de fraîcheur et d'énergie. Courez acheter son livre, il se trouve dans toutes les librairies. Je vous rappelle le titre, Éloge d'une inconditionnelle, témoignage d'une zèbre sur le cours. Peut-être certains y trouveront un écho qui leur fera du bien. Merci encore Alizée d'avoir osé partager ton histoire et de participer à faire connaître chaque jour un peu plus le monde des HPI. Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen pour qu'Atypique People perdure est de mettre 5 étoiles sur iTunes, de vous abonner et de laisser un commentaire. Et découvrez toute l'actualité du podcast en vous abonnant au compte Instagram d'Atypique People, atypique_people. Et moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain avec l'interview d'une femme zèbre, Laura Trompette, cette écrivaine qui m'a immédiatement touchée par la personnalité des personnages de ses livres, car tous sont aussi des zèbres.
En attendant, n'oubliez jamais que la différence est une incroyable richesse et non une faiblesse. Alors, croyez en vous. Je vous embrasse.